André Michel, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. Je sais que vous êtes un homme bien occupé. Dites-moi un peu, vous travaillez à la maison amérindienne, vous êtes un Indien, mais vous parlez comme un Français. Vous êtes Français avec des yeux bleus. Votre épouse est indienne, elle est blonde aux yeux bleus. C'est quoi le rapport? Bon, attendez, on va remettre les pendules à l'heure. C'est pas mon épouse. D'accord. C'est l'adjointe maison amérindienne. Je suis vite en affaires, moi. C'est pas que je n'aimerais pas, mais on n'est pas rendu là. Plus sérieusement, je travaille pas à la maison amérindienne parce que je suis bénévole. Donc souvent je dis que je suis un bénévole professionnel. En fait, c'est parce que je suis l'initiateur de la maison amérindienne et puis c'est moi qui ai ramassé l'argent et qui en ai perdu beaucoup aussi pour la construire. Alors c'est quoi cette maison amérindienne? La maison amérindienne est un lieu unique au Québec et au Canada. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu multination au pays qui se trouve situé en dehors d'une communauté amérindienne, c'est-à-dire en dehors d'une réserve. Parce qu'au Canada et au Québec, malheureusement, tous les lieux culturels autochtones sont toujours ghettoisés sur le territoire des communautés. Et c'est pas évident pour un touriste français d'aller faire un tour à Oka ou sur des réserves. Mais même pour les Québécois. C'est pour cette raison que la maison a été créée. C'est que j'ai réalisé, parce que j'ai habité longtemps à cette île, j'ai habité 18 ans à cette île et j'ai passé 15 ans de ma vie à vivre dans le bois avec les Inuits. On rappelle à nos auditeurs qu'à cette île, donc, il y a une réserve. Hein. Oui, il y a une réserve, il y a Ouachat et Maliotenam. Donc c'est la même réserve, le même conseil de bande. Et j'avais créé un premier musée, puis un deuxième en 75, un autre en 1985, le musée régional. Et là, c'était des autochtones et des blancs qui travaillaient dans le même musée. Quand j'ai quitté, on a mis les Indiens dehors. Le musée est devenu tout blanc. Et on m'a demandé, le chef de bande des autochtones m'a demandé de revenir à cette île pour construire un musée pour eux. Le Chapoutoine, le musée du peuple montagnier, qu'on a inauguré le 21 juin 1998. Et le jour de l'inauguration, j'ai réalisé que sans le vouloir, j'avais aidé à diviser la population. C'est-à-dire qu'à cette île, si les gens y vont, les Français qui veulent rencontrer des autochtones, ils vont s'apercevoir que d'un côté de la rue, il y a les Blancs, et de l'autre côté, il y a les Rouges. D'un côté de la rue, il y a les services pour les Blancs, de l'autre côté, les services pour les Rouges. Un centre d'achat pour les Blancs, un centre d'achat pour les Rouges. Et maintenant, par ma faute, il y a un musée pour les Blancs, un musée pour les Rouges. Vous avez divisé donc la communauté. C'est ça. Et c'est pas pour mieux régner, entre parenthèses. C'est simplement que j'ai réalisé que les gens allaient vivre en parallèle et non pas en complémentarité. Et puis le Québec n'est pas fait pour ça. Et non, on voit à la télévision, il y a des soucis quand même avec. J'y habite depuis une trentaine d'années, ça fait 38 ans que je vis au Québec. Et puis, les Québécois, au départ, ne sont pas racistes. Sauf que souvent, il y a une méconnaissance de l'autre, c'est ce qui amène une sorte de racisme. Et pour se connaître, donc, je me suis dit, le mieux serait de créer des lieux amérindiens hors réserve. Comme j'habite maintenant à Mont-Saint-Hilaire, dans une ville très riche, puisque le revenu familial est certainement un des plus élevés au Québec, c'est aussi une ville touristique très belle, avec une montagne extraordinaire, classée par l'UNESCO comme réserve de la biosphère, et une rivière qui a porté le nom longtemps de rivière des Iroquois. Donc c'est un site enchanteur, très touristique. Et c'est la campagne à côté de Montréal en plus. Oui, c'est à 20-25 minutes du centre-ville de Montréal, hein, donc les gens peuvent y avoir accès facilement. Et je me suis dit, faire un lieu amérindien dans cette ville-là, peut-être que les Québécois qui se rendent pas dans les réserves rencontrer les autochtones viendraient. Mais c'est quand même pas le Disneyland des Indiens, votre truc, là. Aucun rapport. Ok, rassurez-moi, là. Non. Contrairement à d'autres attraits autochtones à travers le Québec. Non. La maison amérindienne, d'abord, au départ, c'est un lieu d'échange, de partage et de rapprochement des peuples. Donc, déjà, la mission est assez particulière. Mais pour attirer les gens, on monte des expositions d'art, parce que les artistes autochtones qui vivent dans les réserves, souvent après avoir exposé dans leur communauté, ils n'avaient pas d'endroit où aller exposer, alors que Saint-Hilaire, pour le bénéfice des Français, c'est une ville d'artistes. Il y a énormément d'artistes résidents. Jordi Bonnet, je crois. Ozias-le-Duc, le plus grand peintre d'église, Paul-Émile Bordua, qui a marqué l'histoire moderne du Québec avec un manifeste refus global. Et puis maintenant, il y a moi qui habite là. Il faut pas oublier, je gagne ma vie comme artiste. J'ai un bénévole professionnel, mais il faut que je mange. Donc beaucoup de grands viennent de Saint-Hilaire. Je vous le fais pas dire. Et à Saint-Hilaire, on respire le bon air. Sinon, ils y meurent. Alors, j'ai le pamphlet sous les yeux, on voit vos expositions. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent prochainement? Il y a toujours des événements. Par exemple, on est très axé sur la gastronomie. Donc, prochainement, il y a une manifestation qu'on a appelée la fête du maïs. C'est pour mettre en valeur l'agroalimentaire autochtone, parce qu'on présente des expositions, en plus des expositions artistiques, sur l'agroalimentaire. Plus particulièrement le maïs, la citrouille, le haricot, mais aussi l'érable.
Donc on fait la fête du maïs prochainement, où on sert bien sûr le maïs, les pluchettes de blé d'Inde comme on dit au Québec, là, mais on le fait bouillir, on le fait griller, mais on sert aussi une soupe à base de maïs, on sert de la bannique à base de maïs, on sert des gâteaux à base de maïs. Donc les gens qui viennent ont toute une dégustation à faire pour une somme modique. Le maïs et la farine sont très présents, j'ai l'impression, dans le régime alimentaire. Ben, le maïs existait, je veux dire, il vient d'ici. Il mange beaucoup de maïs. Oui, hein. oui, beaucoup. Ben, surtout les Iroquois. Les Iroquois étaient sédentaires. À un moment donné, ils ont délaissé la chasse et la pêche, donc le nomadisme, pour devenir sédentaires à cause du maïs. Ça remonte à peut-être à peu près il y a 1000 ans. Et ce maïs était cultivé dans la vallée du Richelieu, dans la région de Montréal. Et le maïs était la base de la nourriture. Ça représentait à peu près 60% de la nourriture des Iroquois. C'est quand même terrible de se dire, en ce moment, on parle beaucoup des accommodements, etc. Et on sait que les Indiens étaient là avant nous, et en fait, ils nous ont accommodés, ces gens-là, quand on y pense. Exactement, exactement. Ce sont eux qui nous ont accommodés, puis maintenant... Souvent, on l'oublie. Vous savez, le problème peut-être du Québec et du Canada, c'est de regarder ailleurs et d'essayer d'améliorer le mode de vie ou les relations dans notre pays, alors qu'ici, il y a quand même des problèmes majeurs. On les voit à la télévision, quoi. Faut pas se le cacher. C'est ça. Même, remarquez, je dois reconnaître qu'au Québec, c'est certainement l'endroit où les autochtones sont le mieux traités par rapport à l'ensemble des 3 Amériques. Et même par rapport au reste du Canada. Peut-être que c'est dû au fait qu'il y a eu un gouvernement indépendantiste qui peut-être n'a pas voulu qu'il y ait une scission si le Québec devenait indépendant et que les Indiens demandent une certaine autonomie. Donc ils se sont intéressés aux Amérindiens et aux Inuits et ils ont amélioré quand même le mode de vie et la façon de vivre de ces gens-là. Mais malgré ça, c'est loin d'être parfait, très loin. Il y a des lois, comme la loi sur les Indiens, qui devraient disparaître. Les réserves, le ghetto des réserves. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils viennent, les Français qui viennent ici, rencontrent des Québécois, on leur dit, ouais, les Indiens, ils ont tout, ils paient pas d'impôts, ils paient pas de taxes. On entend toujours la même etc. histoire. Alors que c'est à moitié vrai, mais c'est aussi à moitié faux. Faut pas oublier qu'il y a que 55% à peu près d'autochtones qui vivent dans les réserves. Il y en a 45% qui vivent en ville, comme vous et moi, et qui paient des impôts, qui paient des taxes. La maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, elle est en ville. Les gens qui y travaillent, ils paient tout. Et puis même s'ils payaient pas d'impôts entre nous, ça doit pas être vraiment le fun de vivre dans ce ghetto, tous les jours. Non, mais il faut pas oublier que souvent dans les réserves, il n'y a pas d'emploi parce qu'elles sont excentriques. Celles qui sont proches des grandes villes, comme Wendake à Québec ou comme Mastouillache à Roberval, ce sont des réserves quand même assez riches. Il y a aussi des problèmes, mais c'est quand même des réserves assez riches. Pourquoi? Parce que elles sont proches des grandes villes ou de certaines villes et il y a un potentiel économique important. Mais il y en a d'autres, comme Shefferville, comme au Labrador, dans Ville-et-Lait, tout ça, là, c'est terrible. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien à faire, à part prendre un coup, se droguer, faire de l'inceste. Vous savez, souvent, en même temps, j'essaie de relativiser, parce que souvent les gens me disent ça, ouais, les Indiens, c'est très négatif. Alors je leur dis, il ne faut pas oublier qu'il y a des villages du Québec retirés, où il n'y a pas un Amérindien, il y a les mêmes problèmes. Exact. C'est comme il y a des quartiers de New York, de Paris, de Toronto, où il n'y a pas un Indien, et il y a les mêmes problèmes d'alcool, d'inceste, de se battre quand on a bu, et de drogue. Et pensez-vous que ça va se régler, ce problème-là, un de ces jours? Je le souhaite. Vous savez, vous m'avez fait venir, vous m'interviewez. Donc pour moi, vous êtes une brique pour construire un certain mur. Moi, j'en suis une, d'autres personnes en sont une. Donc les gens qui s'intéressent aux autochtones, aux premiers habitants de ce pays, aux Premières Nations, eh bien, chaque fois que vous faites quelque chose, par exemple, de positif dans les médias, plutôt que de parler du négatif tout le temps quand on parle des autochtones, eh bien, ça aide à les mieux faire connaître vis-à-vis de la population en général, et ça aide aussi auprès de la population internationale à venir ici et à se poser les vraies questions. En tout cas, je pense que tous les Français qui nous écoutent, s'ils ont des questions pertinentes à poser sur le monde des Indiens, avant d'écouter n'importe qui, peut-être vous consulter. Vous avez l'air d'en connaître beaucoup. Vous avez un site internet? Oui. La Maison Amérindienne, www.maisonamérindienne à un seul mot, pas d'accent, .com. Vous êtes ouvert tous les jours? On est ouvert tous les jours, toute l'année, la semaine de 9h à 17h et les fins de semaine de 13h à 17h. Il y a une multitude d'activités. On fait même un cassoulet amérindien à la fin septembre. Alors pour le cassoulet amérindien fin septembre, on va y aller. Vous faites aussi des promenades en bateau, je vois, donc des épluchettes de blé d'Inde, il y a le musée. Bref, toute la vraie information est chez vous. Oui.
Puis c'est un musée très politisé. Donc les gens, on répond à toutes les questions que souvent dans les communautés ou dans d'autres institutions muséales, les autochtones n'osent pas répondre. Chez nous, on y répond. Alors, si vous avez des questions que vous vous posez depuis longtemps et auxquelles personne n'a répondu, communiquez avec la Maison Amérindienne. Ça sera un plaisir. À très bientôt et merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.